Enchanté Margot, t'as une tête de Margot. Comment allez-vous? Arrête, ça me fait quelque chose. J'ai une demi-heure pour te faire acheter un bien. S'il l'achète pas, vous arrêtez de le suivre et vous vous désabonnez. Ça sera coupé au montage. Ça sera gardé au montage. Que t'achètes du locatif, de la résidence principale, on s'en fout, achète quelque chose. Dans tous les cas, le but c'est de gagner de l'argent. C'est impôt.gouv pour info, je l'ai pas dit, mais c'est impôt.gouv. C'est là où tu vas payer tes impôts. Nice. Ouais, c'est super vendeur, tu vois. Même moi quand je me connecte, je dis c'est. Est-ce que là t'as un hack à partager maintenant? Oui, je l'ai en tête, il est là. Salut Christopher. Salut Harold. Ça va? Ouais, très bien. T'es tout beau gosse là? Je suis prêt là. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. J'ai une demi-heure pour te faire acheter un bien. Oui, exactement. Parce que là, une demi-heure, je pense que c'est faisable pour pouvoir vraiment, et on va y expliquer un petit peu plus en détail le but du format, mais de pouvoir acheter un bien en 30 minutes, tu penses que c'est faisable? C'est faisable. En tout cas, d'éliminer 80% des plus grosses questions et des plus gros freins que tu peux rencontrer. Ok, ça marche. Je t'épargne la veste croisée, la cravate. Je me suis détendu au max, tu vois. J'ai sauté un bouton. C'est bien. C'est plus dans la vibe. Je suis à com. Exactement. Donc et même com. Com. Le travail, ouais, com. On essaie souvent, parce que c'est tout le monde dit com, et on essaie de faire ce travail éducatif de leur dire que c'est com. Et je crois que quand tu as deux trémas sur le haut, en allemand, ça se dit Köm. Et donc, du coup, on a repris le mot, la prononciation. J'ai des origines allemandes lointaines, je vais m'en rappeler Köm. Ah ouais? Et ouais, je t'appellerai Köm. Du coup, aujourd'hui. Bienvenue à Köm Média. C'est beau ça, c'est ça qu'on aime. Je vais me présenter en très vite. Le but, c'est pas passer du temps sur ma presse, mais plutôt de passer du temps sur les conseils. Je m'appelle Christopher Wangen, j'ai 32 ans. J'ai commencé à acheter de l'IMO à 23 ans et j'ai commencé à bosser en gestion de patrimoine à 21. En gros, j'ai bossé 5 ans en gestion de patrimoine, j'ai acheté des biens IMO, super rentables, et j'ai voulu les acheter dans le but de faire un tour du monde. 25 ans, j'ai fait mon tour du monde, je quitte mon job parce que j'avais suffisamment de revenus avec mon immobilier. Tout était acheté à crédit et je dégageais à peu près 2000 € par mois net. Donc j'avais acheté une douzaine de biens en un an. J'ai vraiment carburé. Et là, j'ai fait mon tour du monde. Donc j'ai fait 2-3 ans de tour du monde, et aujourd'hui, je vis à peu près 6 mois de l'année à l'étranger. Et à la base, j'ai voulu faire ça. Pour être libre, financièrement, géographiquement, et partir. Et puis quand j'ai démarré mon tour du monde, aller à la plage c'est cool, mais tu t'ennuies vite, surtout quand t'as l'âme d'un entrepreneur, c'est pas à toi que je vais dire ça. Quand t'es sur un transat, au bout de 2 heures, tu fais chier, on est d'accord. On est d'accord. Donc j'avais des potes qui me demandaient comment t'as fait pour investir dans l'IMO. Et donc j'ai créé ma première boîte de formation pour aider les gens à faire ce que j'avais fait, c'est-à-dire acheter de l'immobilier de manière très rentable et en le démocratisant et le rendant le plus simple possible. L'idée c'était comment mes parents qui ont plus de 50 ans, qui n'ont jamais acheté d'IMO, qui ne connaissent rien, qui n'ont pas d'argent et qui ont fait malheureusement des conneries financières, comment ils auraient aimé recevoir des conseils il y a 30 ans pour leur faire les choses. C'est ça que j'avais en tête. Donc j'ai commencé cette première boîte de formation et puis aujourd'hui, ça fait 7 ans, quasiment 7 ans, plus de 6 ans que j'ai créé cette boîte. J'ai 4 boîtes dans l'immobilier, 7 boîtes de formation, une boîte de chasse de produits, donc de biens immobiliers off-market et d'accompagnement sur tout l'achat. Une foncière où on s'associe avec nos participants. Exemple, tu as une affaire, tu peux pas la financer, mais ton affaire elle est bonne. Tu me l'apportes, on s'associe, je la finance, tu t'en occupes et on partage. Et une dernière boîte de crowdfunding. Crowdfunding qui permet en fait, t'es un promoteur, t'as besoin de faire un projet, t'as besoin de fonds. Tu viens auprès de nous, on va auprès des investisseurs, on récolte les fonds auprès des investisseurs, on sécurise l'opération et les investisseurs te prêtent pour avoir l'argent et faire ton projet. Plusieurs boîtes, le but en fait c'est globalement de démocratiser l'investissement, que tout le monde puisse y accéder, peu importe ses moyens, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il fait, et de se faire du patrimoine pour être plus libre, géographiquement, financièrement et protéger sa famille. Et ça c'est l'idée. Je crois que je t'en avais déjà parlé, parce qu'on s'était déjà rencontrés plusieurs fois. J'avais fait ta toute première formation sur comment est-ce que tu commences à enclencher l'immobilier, donc avec toute la base et surtout sur, je me rappelle, le LMNP, location immobilière non professionnelle. Et ça m'avait franchement twisté de ouf et ça m'avait mis le pied à l'étrier. Et justement, tu vois, je trouve que ça manque de côté très pratico-pratique et c'est tout le but de ce podcast, c'est de se dire, c'est très bien de reprendre un peu l'histoire des fondateurs, etc. parce que c'est hyper inspirant et tu peux vraiment te projeter sur des parcours comme eux. Mais on a envie aussi d'avoir un moment où tu dis, vas-y, pendant 20 minutes, je me pose, je prends des notes et j'essaye d'avoir les tips qui me permettent de pouvoir me lancer. Et donc je trouve ça cool de refaire cet exercice, comme tu as dit, avec tes parents, où tu leur dis, les gars, à une personne qui ne connaissait rien, comment est-ce que je vous donne envie d'entreprendre? Là, on va refaire le même exercice. Et si tu veux, je te donne genre un peu un profil type. C'est parfait. Le problème aujourd'hui de l'info, c'est qu'il y a trop d'infos et on ne sait pas par où partir. Et le problème du trop d'infos, c'est qu'en fait, tu fais rien. Exactement. Donc là, je vais te donner en 20 minutes les infos essentielles pour éliminer 80% des problèmes et que tu puisses déjà prendre des décisions et commencer à investir dans l'IMO. Et surtout que je pense que le gros pas, le premier pas, c'est vraiment de se dire, vas-y, je me lance et je commence à enclencher un peu la démarche de le faire. À partir du moment où tu as enclenché la démarche, j'imagine que ça déroule plus facilement en tout cas. Après, t'es drogué, quoi, tu t'arrêtes plus. Ouais, écoute, tu vois, tu me rends drogué. Moi, j'ai acheté que ma résidence principale, mais j'aimerais bien pouvoir, tu vois, m'y mettre un petit peu plus avec du locatif potentiellement, etc. Mais je suis perdu. Mais là, aujourd'hui, c'est pas pour le deal, c'est qu'après l'interview, tu achètes. Ok, vas-y, deal. Faire ça. Deal. Juste sur le personnage, on le fait. Les gars, au travers de la caméra, s'il l'achète pas, vous arrêtez de le suivre. Ok, vous vous désabonnez. Ce sera coupé au montage. Ça sera gardé au montage. Mais vas-y, ok, je suis chaud. En vrai, je suis chaud. Mais pour l'exemple, viens, on prend un profil pour toutes les personnes qui peuvent nous suivre, qui sera peut-être un peu plus standard et classique. Oui, tout à fait. Faut prendre un salarié. Donc on se dit,
on est à Lyon, donc quand même une grosse ville. J'ai 30 ans, je suis en CDI depuis 2 ans, je gagne 2000 € net par mois et je ne connais rien à l'immobilier. C'est quoi les premières étapes? Et je te couperai potentiellement volontairement dès qu'il y a des mots qu'on ne comprendrait pas, etc. Je te coupe. Tu peux. Mais je pense que je sais que tu as déjà fait cet exercice. J'essaie d'être le plus pédagogue possible et des fois même, je vais simplifier encore plus que ce que je devrais pour être vraiment sûr que tout le monde comprenne. Ok. Bon, déjà, ce qu'il y a de top sur ce profil, c'est que c'est exactement mon profil quand moi j'ai acheté de l'IMO. Ok. Sauf que j'avais 24 ans quand j'ai commencé à faire des crédits et je gagnais 2000 € par mois et j'étais en CDI depuis 1 an. Et t'habites à Lyon? Non, à Nice. Bien. Un peu plus chaud. Mais on n'est pas loin, sur le profil. Première question à se poser quand on veut acheter un bien immobilier, où j'ai envie d'acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le où qui va déterminer le quoi. Il faut savoir qu'il y a des quartiers où il y a un certain type de biens qui sont intéressants à acheter et tu as d'autres quartiers où c'est d'autres biens intéressants à acheter. Ok. Tu as des villes, c'est bien d'acheter un immeuble. Tu as des villes, c'est un appart. Tu as des villes, ça va être mieux un garage. Donc la première question, c'est le où. Comment tu peux répondre à cette question? Déjà, est-ce que tu es à Lyon? Tu as envie d'acheter à Lyon à côté de chez toi? Ou est-ce que ça te dérange pas d'acheter à 200-300 bornes de chez toi? Pourquoi cette question? Ça, je peux pas y répondre, c'est toi qui vas devoir y répondre. C'est quel est ton niveau de risque et la peur que tu as à acheter dans une autre ville. T'as des gens, ils ont besoin d'avoir l'appartement à côté. S'il était l'étage du dessus, ça les rassurerait, tu vois. T'as des gens, ça les dérange pas d'acheter à 300 km. Mon premier, c'était à 1500 km de chez moi. Question juste avant, pardon, que tu déroules, mais est-ce qu'il y a une première question à se poser qui est pas genre, c'est vraiment, je me fais l'exercice à moi-même. Pourquoi est-ce que j'achète? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent en plus? Est-ce que c'est simplement pour me dire que plutôt que de... Parce qu'il y a vraiment, dans l'inconscient collectif, c'est de se dire j'achète ma résidence principale parce que j'ai l'impression qu'en tant que locataire, je lâche de l'argent par la fenêtre. Alors que je sais que c'est pas aussi facile que ça. Donc est-ce qu'il y a peut-être, on peut juste revenir juste avant même de se poser la question, tu vois, en mode sur ce mec qui s'appelle, on l'appelle Margot, c'est une fille, elle a 30 ans. Ok. Et elle se dit. Chantez Margot, t'as une tête de Margot. Comment allez-vous? Arrête, ça me fait quelque chose. Ça va changer toute une ambiance, les gars. Genre, je m'appelle Margot, 30 ans, et donc du coup, j'ai envie de pouvoir avoir un complément idéal de 500 € par mois de plus que mon salaire. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, tu peux démarrer par cette question-là. Là, on n'est plus dans le pratico de l'IMO, on est plus sur la psychologie avant, qui est important de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Tu as plusieurs raisons pour lesquelles tu veux acheter de l'immobilier. Tu as des gens qui veulent pas forcément avoir de bénéfices de suite, ils veulent juste capitaliser, c'est-à-dire avoir un immobilier qui soit payé plus tard. Tu as des gens qui veulent, au bout de 5 ans, revendre l'immobilier pour payer les études de leurs enfants. Tu as des gens qui veulent de l'immobilier pour avoir des revenus complémentaires et créer leur boîte l'esprit tranquille. C'était mon cas. Suivant ton objectif, c'est important effectivement de te poser la question, qu'est-ce que je veux faire avec ce bien et pourquoi je veux ça? On a Margot qui veut 500 € de plus par mois. Ouais. Pourquoi je le veux? Parce que j'ai envie de me libérer du temps, parce que je veux passer à mi-temps, parce que j'ai envie de voyager et ça me fait un complément de revenu, peu importe tes raisons. Disons qu'on a la première question, pourquoi je veux le faire? Le pourquoi je veux le faire va aussi engendrer le qu'est-ce que je vais faire aussi. Si ton but c'est dans 5 ans de vendre tes biens parce que tu as besoin de 200 000 de cash pour monter ton entreprise, vendre des biens dans 5 ans, à l'inverse quelqu'un qui veut les garder pendant 20 ans, on va pas du tout acheter les mêmes produits. Donc j'essaie de te dire en fait pourquoi cette première question, c'est pas juste ça m'intéresse de savoir si tu veux 500 ou 600 € par mois en plus. Ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est toi de te dire vers où je vais me projeter. Ce bien en fait je vais en faire quoi? Est-ce que le but c'est de le garder très longtemps? Est-ce que c'est de le vendre rapidement? C'est surtout ça qui va avoir un impact sur où et quoi je vais acheter. Ok, mais sachant que peut-être que t'as pas forcément cette... En fait, peut-être que Margot dirait, je m'en fous, ce que je veux juste c'est me dire que je vais gagner de l'argent. Là on va enchaîner sur la deuxième question. Ok. Si tu t'en fous, en fait, si par exemple ton but c'est pas de garder le bien 30 ans et de le léguer à tes enfants, on passe à la deuxième question, où j'ai envie d'acheter. Des fois les gens démarrent par l'inverse, ils démarrent par quoi? Démarre par le où, parce que c'est ça qui va déterminer le quoi comme je le disais. Le où, c'est est-ce que tu as envie d'acheter à Lyon parce que tu te sentirais pas dormir tranquille si ton appartement il est à 500 km de chez toi. Si ta question c'est j'aimerais bien acheter ailleurs de ma région si c'est intéressant, mais je connais pas des gens, les artisans à gérer, t'inquiète pas, ça c'est à voir plus tard. L'aspect pratique, on s'en occupe plus tard. Déjà, c'est toi psychologiquement, est-ce que tu vas dormir? Comment tu réagis si on t'appelle, on te dit il y a un dégât des eaux dans ton appart qui est à 500 km de chez toi? Moi, je m'en fous. Plus mon appart est loin, mieux je me porte. Mais là, Margot qui est en CDI, et qui elle a pas la possibilité de pouvoir se déplacer en semaine. Chacune des Margot, et t'as pas forcément besoin de te déplacer, t'as des gens, Margot ou Jacques, peu importe leur âge, t'en as, ils se disent je m'en fous si je ne vois pas mon bien. Je délègue à quelqu'un, j'ai pas besoin de savoir. Parce qu'ils voient ça comme un produit d'investissement, ils sont détachés. T'as des gens qui mettent de l'émotionnel, surtout au début, qui se disent non, j'ai besoin de le voir. Ouais, c'est mon bien, j'ai besoin de... Ça, y a que toi qui pourras répondre à cette question. Par contre, une fois que t'as déterminé le où, maintenant vient le quoi. Et une fois qu'on aura le quoi, on aura le budget ensuite après. Et après, tu verras dans tes moyens si tu peux te le permettre ou pas. Le où, admettons que tu dises, moi j'ai envie d'acheter à Lyon, parce que j'ai envie que ça soit à côté de chez moi. Très bien. Donc on sait que maintenant on a Lyon et qu'on veut gagner de l'argent avec de l'IMO. Le quoi maintenant? Suivant les quartiers à Lyon, ça peut aussi varier. Soit tu vas être dans des quartiers au-delà de 4, 5, 6 000 € le mètre. À Lyon, tu es dans les beaux quartiers, tu es dans ces prix-là. Je te conseille plutôt d'acheter une résidence principale. Parce qu'il y a un phénomène qui marche sur tous les marchés immobiliers du monde entier, c'est que plus les prix d'achat sont chers, plus en proportion les loyers sont pas chers. D'accord. Un exemple, tu achètes un bien 100 000 € que tu loues 1 000 € par mois, admettons. Un bien que tu vas acheter 1 million, donc 10 fois plus, tu vas pas le louer 10 000 €. Tu vas louer peut-être 6 000 €. Le prix d'achat est multiplié par 10.
Le prix de location a été multiplié par 6. Et plus tu montes en gamme, plus le rendement de ton bien, c'est-à-dire combien ça t'offre de loyer par rapport à ce que tu as acheté, va être faible. Donc, si tu es dans des beaux quartiers achat-revente, enfin résidence principale, tu vis dedans 1 an, 2 ans, 3 ans suivant tes envies, hop, le jour où tu revends, tu as une plus-value, ce qui te permet de faire un autre achat. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est beau quartier, au-delà de 3-4 000 euros le mètre carré, mieux vaut acheter, garder 1 ou 2, 3 ans, revendre. Soit tu vis dedans en résidence principale, soit tu loues peu de temps et tu revends. Maintenant, si on est dans des quartiers un peu plus populaires, des quartiers en dessous de 3 000 euros, 2 500 euros le mètre carré par exemple. Dans ces quartiers-là, le rendement locatif va être plus important. Pour quelqu'un qui veut garder 5, 10, 15 ans son bien et faire du locatif. Donc, si Margot, elle veut un 500 euros en plus par mois, parce qu'elle a décidé que c'est ça qui lui faisait plaisir, vaut mieux qu'elle achète du locatif, donc elle va plutôt se concentrer sur des quartiers peut-être un peu moins sympas, des quartiers un peu moins chers en mètre carré, plus accessibles. En fait, on va partir sur une base, un calcul à avoir, c'est le rendement locatif. Le rendement locatif, on va s'en servir pour calculer, comparer les biens. Le rendement locatif, tu prends ton loyer annuel, tu multiplies par 100 et tu divises par ton coût d'achat de bien. Exemple, j'ai 10 000 euros par an de loyer. Mon bien, je l'ai acheté 100 000, 10 000 divisé par 100 000, fois 100, ça fait 10%. Mon bien me rapporte 10% de rendement. Dans le centre-ville de Lyon, beau quartier, au-delà de 6 000 euros le mètre carré, tu vas être à 3-4% de rendement. Quartier à 2 500 euros le mètre carré, tu vas peut-être être à 7 ou 8. Ton rendement va être peut-être 2 fois plus élevé. Là, on a déjà ces deux options. Ensuite, le quoi. Soit Margot, elle nous dit, moi, j'ai envie d'acheter dans le centre-ville, parce que je veux un beau quartier, je veux un truc qui soit beau. Par contre, je veux le mettre en locatif. Si tu es dans des prix chers au mètre carré, il vaut mieux te concentrer sur des biens loués en courte durée. Ou coloc, ou moyenne durée, ça marche de plus en plus dans les grandes villes. C'est quoi la différence? Juste courte durée, moyenne? Courte durée, tu vas être à la nuit. C'est Airbnb à la semaine, style, mois maximum. Moyenne durée, tu vas être sur 1, 3, 4, 6 mois. Ok. L'avantage de la moyenne durée, c'est que tu as plein de gens qui viennent pour des missions pro, des étudiants, des jeunes actifs. Tu vas payer, ils vont payer 20, 30, 40% de loyer plus cher que si c'était location à l'année long terme. Parce qu'ils sont moins regardants, ce qu'ils se disent, ok, c'est un moment. Bah, c'est qu'ils n'ont pas le choix en fait. Tu viens 3 mois, t'as quoi à part Airbnb? Ouais, clairement, ok. Donc Airbnb, tu vas payer de la nuitée x 3 mois avec une petite réduction, mais ça va te coûter un budget. Donc ça marche très bien. Ça, c'est bien sur des biens centre-ville, assez cher au mètre carré. Pour dégager du rendement sur des biens assez chers au mètre carré, il faut faire de la courte durée, de la coloc. Sinon, tu vas un bien acheter plein centre Lyon à 6 000 le mètre, tu le loues en bail classique, c'est-à-dire à l'année, ou bail nu, non meublé sur 3 ans, tu dégages 0 de rendement. Ne fais pas ça. Donc ça, tu peux déjà éliminer comme option. Si c'est sur de la courte durée, faut faire attention à la mairie. Je crois que la mairie de Lyon a ça aussi, c'est ce qu'on appelle la loi de compensation. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que Paris c'est à partir du premier, je sais pas si Lyon c'est à partir du deuxième, à vérifier. Mais en fait, tu vas acheter un premier bien que tu vas mettre en locatif, en courte durée, type Airbnb. La mairie va te l'autoriser, si c'est ta résidence principale, de faire 4 mois par an. Au-delà, tu te prends une amende. Donc, c'est pas forcément l'option qui peut être intéressante. La coloc peut l'être, ou alors tu fais 4 mois d'Airbnb et 8 mois de moyenne durée. T'as un site comme Studapart qui est excellent, que j'utilise aussi, où tu peux louer en moyenne durée et t'as des rendements qui peuvent être très bons. Ça, on est sur le schéma, j'achète un bien dans Lyon, centre-ville, assez cher au mètre carré. Maintenant, je sors de Lyon, je t'incite à aller dans des villes, aller à 1 heure de Lyon, et d'aller dans des villes aux alentours des 2 000 euros le mètre. Tu as des villes à 2 000, 2 500 euros le mètre autour de Lyon, et là d'aller viser des bonnes rues, centre-ville, bonne rue, avec des commodités autour. Donc là, tu vas être dans la petite ville, petite moyenne ville, entre 20, 40, 50, 60 000 habitants. Bonne rue, juste, c'est quoi? C'est parce que ça a l'air dans le centre-ville, c'est proche. Ouais, c'est juste, t'es proche de tout. Voilà, t'es proche de tout, t'as les commodités, t'es pas loin de la poste, de ta boulangerie, des arrêts de bus. Et t'es dans un immeuble qui est un peu sympa, c'est-à-dire pas un truc qui est trop excentré de la ville, parce que là, comme t'es dans une moyenne ville, le risque dans une moyenne ville, c'est que demain, en cas de crise ou en cas de problème quelconque, surtout une crise, ça peut décoter plus qu'une grande ville. Donc là, tu vas aller chercher à te sécuriser pour aller dans une belle rue. Tu vas viser la rue principale ou une rue qui est un peu sympa, pas une rue où c'est un coupe-gorge. Il faut vraiment viser la bonne rue. Là, l'avantage dans ces villes-là, c'est que tu vas avoir plus de rendement, vu que le prix au mètre carré est moins cher. Donc là, tu vas aller pouvoir viser du locatif. Long terme. Parce que là, en général, dans ces villes, c'est pas la courte durée qui est intéressante. Quoique t'en as certaines, tu peux le cibler. Mais en général, là, tu vas être sur du bail meublé ou du bail non meublé. Bail non meublé, c'est 3 ans. Bail meublé, c'est 1 an. Et donc là, soit de l'appartement, soit du petit immeuble de rapport. On appelle ça maison de ville, en fait, dans un village ou une petite ville comme ça. C'est une petite maison. Moi, j'ai acheté ça au début. J'ai acheté ça 70 000 euros. Il y avait 4 appartements à faire dedans. C'est une petite maison de ville. T'as 2-3 étages. 70 000 euros, tu l'as acheté? Ouais. Donc c'est 50 000 euros de travaux dedans. C'est vrai quand on se dit immeuble, tu te dis attends mais je me mets à peine à l'immobilier, je suis Margot, c'est la première fois que je le fais. Putain, on me dit que je vais acheter un immeuble. Enfin tu vois ça peut avoir un studio côté au centre de Lyon, 150-200 000 euros. Immeuble dans une petite ville à côté, 100-150 000 euros. Sauf que là t'as un appart, là t'en as 3 ou 4. Donc c'est ce que j'ai fait au départ. Là tu vas être plutôt sur de la stratégie locative. Alors maintenant la question que tout le monde me demande, ça m'étonne que tu m'as pas demandé encore. Est-ce que c'est plus intéressant de démarrer par du locatif ou de l'achat-revente? C'est-à-dire j'achète d'abord ma résidence principale ou du locatif? Il n'y a pas de réponse à ça. Il y a des gens qui passent 2 ans
à se demander ce qu'ils vont acheter et qui n'achètent rien. Que tu achètes du locatif, de la résidence principale, on s'en fout, achète quelque chose. Dans tous les cas, le but c'est de gagner de l'argent. Que tu en gagnes par les loyers ou par une plus-value à la revente, c'est pas important. Peut-être que dans un cas, tu aurais gagné un peu plus, mais de t'expliquer ça va prendre tellement de temps que tu risques de passer 6 mois à ne rien acheter, c'est dommage. Donc, si tu n'arrives pas à répondre à cette question, vois en fonction de tes envies. T'as déjà un chez toi? T'es déjà propriétaire? Oui, bah achète un locatif. T'as déjà un chez toi, t'as envie de changer? Achète une résidence principale. Suivant l'opportunité qu'on t'envoie, on t'envoie un appartement, c'est une bonne affaire dans le centre-ville de Lyon, bah change de résidence principale. Va au gré du vent, au gré de ce qui est bien. Et donc du coup, par exemple, pour une Margot, l'envie c'est moins de se dire je vais faire un gros coup parce que ça me permettra d'acheter une voiture ou quelque chose. Là, c'est plus en mode ma qualité de vie, j'ai envie de l'augmenter au quotidien. Je veux que chaque mois j'arrive à avoir 500 € de plus. Donc là, dans ce cas d'usage, on est plus sur du locatif en se disant. On est plus sur du locatif. Okay. Mais des personnes, des fois, pensent gagner de l'argent que par ça. Alors qu'imagine, elle achète sa résidence principale, elle vit 2 ans dedans, et puis après, elle change, elle veut plus grand. Elle vend, elle fait 40 000 € de plus-value. 40 000 € divisé sur 2 ans, ça fait 20 000 € par an, ça fait 1 500 €, 1 800 € par mois en plus, finalement. Okay. Est-ce qu'elle en a besoin de suite? Ça dépend. Moi, j'aime bien faire les deux. Moi, personnellement, je fais de l'investissement locatif, de l'achat-revente, je fais tout. Donc ça, c'est une autre question à te poser, mais dans ces endroits, tu peux viser des petits immeubles à entre 100, 200 000 €, 3, 4 appartements, à rénover ou pas, ça dépend de toi, et tu vas avoir des rendements qui vont tourner à 8, 10, 12%, ou plus suivant les affaires que tu vas faire. C'est quoi un bon rendement, juste quand tu fais tes calculs et tu l'as expliqué, et puis tu peux approfondir pour toutes les personnes qui souhaitent, on peut approfondir, mais c'est quoi le bon taux? C'est la question du bon chasseur, hein, je te jure, c'est qu'il n'y a pas de... Je vais donner une réponse. À minima, c'est bien d'avoir au moins 8 ou 10%. Pourquoi? Parce qu'avec un crédit sur 20 ou 25 ans, si tu as 8-10% de rendement, tu équilibres tes charges. Tu as un tout petit peu de bénéfice. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé ton crédit, les frais, les taxes, etc., tu dégages un peu de bénéfice, donc tu n'as pas besoin de sortir de ta poche. Tu trouves un bien à 4% de rendement, ton crédit va être plus élevé que ton loyer et plus tu as les frais à payer, donc c'est toi qui vas sortir de l'argent de ta poche. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, le bon rendement, c'est un rendement qui est plus élevé que tous les biens qu'il y a autour de toi dans ta ville. Tu as des villes où 10-12% de rendement, c'est la moyenne. Prends une ville comme Saint-Étienne, qui est une des villes les moins chères de France. C'est une ville qui est très très rentable. Donc 10%, c'est normal, Saint-Étienne. Donc si tu trouves 10, tu dis super, je suis content, j'ai eu 10. Non, si ton voisin il a 10, le jour où tu vas revendre, tu vas devoir revendre à un acheteur qui sera prêt à avoir 10. Donc tu vas revendre au même prix. Ce qu'il faut, c'est regarder un peu les biens qu'il y a autour qui se vendent et dire, ok, si en moyenne les gens vendent des biens à 10% de rendement, moi il faut que je vise 12 ou 13. Comme ça, le jour où tu vends un produit à 10, tu as fait une marge. Toujours en fait acheter quelque chose qui est plus intéressant que ce qu'il y a autour. Donc il faut bien regarder le secteur et ce qui se passe. Exactement, ça c'est une étape qu'on verra après. Ensuite, l'autre question, c'est le budget. Alors évidemment, le budget, on peut mettre cette question en premier aussi, évidemment. Combien la banque va te prêter? Ça dépend de beaucoup de choses. CDI 2000 €, en gros, la banque va te prêter jusqu'à 35% de ton endettement. C'est-à-dire qu'elle peut monter jusqu'à 35% de ce que tu gagnes. La banque peut te prêter jusqu'à 700 € sur des crédits à 25 ans avec les taux qu'on a actuellement. 700 €, ça représente 100, 20 000 €, 130, 140 000 € à peu près. Évidemment, ça va dépendre de ton loyer. Tu as un loyer à 500 € par mois, par exemple, on va te prêter moins. Ça dépend des loyers prévisionnels que tu vas encaisser sur le bien que tu vas acheter. Donc tu achètes un immeuble, on te prête 700 € par mois de crédit, mais il y a 2000 € de loyer en face sur l'immeuble. Ces 2000 €, on va les intégrer dans tes revenus. D'accord. Il y aura une pondération, c'est-à-dire on va pas les prendre en compte en totalité, ça dépend des banques, à peu près 70%. On les intègre à tes revenus, et donc ça va augmenter ton endettement. Ça va dépendre si tu as des crédits à côté, tu as un leasing de voiture. Comment tu gères ton argent? Ça dépend d'un million de choses. Donc là, le but, soit vous êtes formé, vous avez appris, c'est des choses que moi j'apprends dans mes formations. Vous arrivez à calculer votre endettement, vous savez quoi chercher, et vous arrivez directement à la banque en tant que pro. Soit vous demandez à votre banque. Le risque de demander à sa banque au départ, c'est qu'elle vous dit je vous prête 100 000. Moi, c'est déjà arrivé une fois, un banquier m'a dit non à 150 000 parce que je lui ai demandé. Je suis revenu 3 mois après avec un bien à 400 000, il me l'a financé. Parce que tu es arrivé avec... un projet à 19% de rendement. Donc là, il faut y aller un peu en mode entrepreneur où tu as ton projet, tu sais de quoi tu parles. Il faut se former un minimum quand même pour aller voir les banques. Il faut aller le défendre ton projet. Pour moi, c'est un avocat qui plaide pour son client. Donc jamais poser de questions à ton banquier. En fait, en vrai de vrai, c'est toi qui annonce ton projet. Ça, c'est d'autres techniques aussi, effectivement. Tu arrives au banquier et tu lui demandes combien vous me prêtez, qu'est-ce que je dois acheter, combien ça se loue, il te demande combien se loue le bien, je sais pas, peut-être 500, il te prête pas. Mais toi, à la place de toi, tu veux prêter de l'argent à quelqu'un. Tu me dis, je sais pas trop comment je vais le dépenser, les travaux, à la louche, je sais pas, 50 000, t'as envie de lui prêter? Never, Tu viens à quelqu'un qui a un business plan, carré, qui est organisé. Combien ça se loue? 524 € par mois. J'ai fait une étude, j'ai pris 10 biens, j'ai fait une annonce, nanana. Ça, c'est la partie crédit. Je sais combien on me prête. Je sais ce que je recherche, par exemple, j'ai ciblé un immeuble de rapport à 1 heure de Lyon. Je vais faire un cercle et je vais regarder 1 heure de Lyon. Là, ce qui est important, c'est de choisir la ville. Alors là, pour la ville, je te conseille d'abord de trouver des villes qui... t'as plein d'indicateurs à regarder, on pourra pas tous les voir, mais moi, j'ai toujours choisi des villes où je connaissais quelqu'un. Un agent immobilier, un gestionnaire. Si tu connais pas, rentre dans des réseaux professionnels. Aujourd'hui, tu as des réseaux, là j'ai été au Chinese, c'est un réseau business, mais plus.
T'as des réseaux, moi j'ai mes participants qui font leur réseau, ils font des repas, etc. T'as plein de réseaux comme ça d'investisseurs, va dedans. Et souvent, moi, c'est quand je rencontre la personne, c'est en fonction de la personne que j'investis dans un endroit. J'ai investi à Béziers au début, j'ai rencontré une personne qui m'a dit j'investis à Béziers, ah oui, ok, cool, j'ai posé des questions, ah ça a l'air intéressant, j'ai investi à Béziers parce que je l'ai rencontré. Ça, c'est si tu veux casser la tête à aller chercher, voilà. Tu veux pas te casser la tête, aujourd'hui, il existe des services de chasseurs. Nous, on a une boîte chez nous qui s'appelle Mon Cercle Immo. On trouve des deals off-market, donc c'est des deals qui ne sont pas en ligne. Exemple, c'est pas des deals que tu vas trouver sur Se Loger, sur Le Bon Coin. Deal off-market avec des rendements entre 7 et 15%, donc c'est ciblé. Et après, tu as des personnes en interne qui s'occupent de tout l'accompagnement. On t'occupe de l'analyser, analyser les devis, mettre en place les artisans pour toi, etc. Donc t'as pas envie de te casser la tête, tu fais appel à un service comme ça, évidemment c'est payant. T'as envie de te casser la tête et d'aller chercher, tu vas gagner plus d'argent, mais tu vas y passer du temps. Ça dépend de ce que Margot elle veut. Donc là on a notre bien, on a notre budget. Pour aller cibler la ville, il faut une ville qui soit quand même dynamique, une ville qui n'ait pas une perte de population, une ville... Pour moi, c'est important où t'as pas genre 2 entreprises qui emploient 80% de la ville. Pas être dépendant d'une, une boîte qui fait faillite, t'as la moitié de la ville qui est au chômage. Une boîte où il y a quand même un dynamisme, une valeur intrinsèque qui est forte. T'as la mer, t'as un lac, t'as un patrimoine de l'UNESCO, tu as une université qui est prisée. Quelque chose qui fait qu'il y a un attrait pour la ville et un attrait qui pourra rester dans plusieurs années. Ça, c'est des trucs de base. Et après, la chose importante et vraiment la première règle, peu importe ce que tu achètes, faut toujours que ça soit en dessous du marché. Il y a beaucoup de gens qui achètent qui me disent mais moi je veux louer, je veux pas revendre. Oui maintenant, mais demain t'as un divorce ou un mariage, t'as besoin d'argent. Ou tu veux monter ta boîte. Ça fait 8 ans que je fais de l'IMO, il y a plein de raisons qui font que j'ai des fois envie de vendre alors que j'aurais pas prévu de vendre aussitôt. Ta vie peut changer. Quand tu achètes ta résidence principale et que les gens achètent avec le cœur, c'est comme ça qu'ils achètent une résidence principale. Ils veulent un truc où ça leur plaît. Ils regardent pas si demain ils vont revendre avec un bénéfice. Donc demain, t'achètes un bien, tu payes les frais de notaire, les frais d'agence et le bien est au prix du marché. Pour rattraper tes frais de notaire et tes frais d'agence, il va falloir que tu vendes 20% au-dessus du prix du marché. Et donc, du coup, tu ne vendras jamais 20%. Et comment tu fais pour savoir approximativement les prix du marché? C'est quoi? C'est français? Tu as des sites sur lesquels tu peux regarder? Alors, tu as plusieurs techniques. La première, c'est d'aller sur le site des impôts. Sur le site des impôts, en fait, tu as un fichier qui reprend toutes les ventes des notaires de France. Et en fait, dedans, tu as une catégorie immobilier. Tu peux aller regarder les prix de l'immobilier, des biens immobiliers qui sont vendus suivant certains quartiers. Tu traces un rayon et tu vois les biens immobiliers vendus. Donc, par exemple, tu as un bien, tu cibles un studio de 30 mètres carrés dans le 2e arrondissement de Paris. Dans quelques rues, tu regardes les 300 mètres autour. Studio entre 30 et 40 mètres carrés vendus les 2 dernières années. Et tu as tous les prix avec les surfaces, les étages. Tu fais une moyenne des 10 biens. Alors tu connais pas l'état des biens, l'étage, la situation, s'il y a un ascenseur, l'état de la copro. Donc ça peut varier du simple au double. Mais déjà, tu as une idée. Ensuite, tu vas sur Se Loger ou Le Bon Coin. Se Loger, tu prends ton bien immobilier, tu l'achètes avec travaux. Tu as une idée de comment tu veux le rénover, le niveau de gamme que tu veux mettre, parce que tu vas mettre ton niveau de gamme en fonction du quartier où tu es. Tu dis, ok, je vais aller sur ce niveau de gamme, niveau moyen de gamme. Bah, je vais aller voir les annonces sur Se Loger des biens en vente qui sont sur ce niveau de gamme. Et tu fais une liste, les 10 biens par exemple, entre 30 et 40 mètres carrés, avec le niveau de prestation, cave, garage, vue, terrasse, pareil que toi, ou en tout cas qui s'en rapproche. Tu fais une moyenne. Et là, tu as un prix au mètre carré. Et si ton prix au mètre carré correspond à ce que tu as trouvé sur la première liste et correspond à ça, après, tu peux demander à des agents immobiliers. Tu appelles 3 agents immobiliers, tu dis voilà, je veux mettre en vente ce bien, etc. Il va vouloir venir voir. Tu dis non, mais juste donnez-moi une estimation. Tu vois les estimations, tu vois si ça correspond à ça. Et de là, tu as une estimation très précise à 5% près de ton bien. C'est très facile en fait de se rendre compte de la valeur d'un bien. Les gens en font une montagne. Mais c'est des calculs qui sont très simples. En 30 minutes, 20 minutes, facilement, je te donne la valeur d'un bien, facilement. Donc là, je suis sur Se Loger, je regarde à 1 heure de Lyon, je check un peu donc ce que tu as dit, tous les biens. Je vois que c'est 3 000 €. J'appelle 2-3 agents, j'essaie de faire bluff que je vends mon bien. Ils me disent, ouais, bah, c'est en moyenne 2009, donc je suis à peu près dans les coûts. Et là, je vois un bien qui est à 2006, donc il y a un delta de 400 €. Là, la question à se poser quand tu vois un bien, l'idéal, en fait, c'est toujours d'acheter à minima, je veux dire 15% en dessous du marché. Moi, en tant que marchand de biens, c'est-à-dire que j'achète et je revends des biens, on vise minimum 20-25%. Que je suis professionnel de l'IMO, tu vas avoir une TVA, de l'impôt, etc. Toi en particulier, minimum 15. Si t'as pas prévu de revendre de suite, et minimum 20 si t'as prévu de revendre dans 1, 2, 3 ans. Non, là je suis en logique, locatif. Voilà, locatif. Donc tu veux garder 10 ans, tant mieux, t'as déjà 15% de gain dès le départ. Ça te permet aussi, en cas de pépin, de crise, de travaux qui coûtent plus cher, de marché qui est baissier, de tout ce que tu veux, toutes les questions et les freins en fait que les gens sur lesquels ils n'achètent pas de l'IMO se résout en une chose, acheter en dessous du marché. Ok, c'est vraiment ça le driver numéro 1. Tes travaux, au lieu de 20 000, ils te coûtent 30 000. Bah, au lieu de faire 15% de marge, tu feras 12 ou 10. Le marché perd 5%, ce qui est déjà une très belle baisse dans l'IMO. Tu feras 5. Allez, au pire, tu fais 0. Pour que tes travaux doublent, qu'il y a une baisse de l'IMO et que ton locataire te mette scandale dans ton bien chaque année, il va se passer quand même du bon. Donc les gens ont peur de quelque chose qui se résout en une chose, acheter en dessous du marché. Et aujourd'hui, surtout dans le marché qu'on a actuellement, où les gens commencent à être très vendeurs, il va y avoir de très belles affaires, bah c'est tout. Donc moi, j'achète toujours 15-20% en dessous du marché. Donc en fait, par exemple, t'as un bien, tu sais qu'il vaut 3 000 sur le marché. Il se revend 3 000 en bon état.
état. N'essaie pas de faire un bien et de dire je vais le mettre à 3002. Ça ne marche pas ça. C'est le meilleur moyen de se cramer sur le marché. Je pars du principe que c'est 3000. C'est 3000. Ouais. Même à la limite, moi je préfère le mettre à 2009. Au moins je sais que ça part de suite. Quand t'as l'habitude, tu sais qu'il vaut mieux vendre vite que d'attendre longtemps et d'espérer plus parce que tu vas finir par vendre moins qu'à 2009 après. Ouais, parce que ton bien sera brûlé sur le marché. Ouais, s'il est trop longtemps, c'est une aparté, mais s'il est trop longtemps et que les gens voient qu'il se vend pas, au final ça dévalue potentiellement ton bien. Exactement. Okay. Et tu vas mettre plus de temps et tu vas être dans un état psychologique où même une offre à 2008, tu vas l'accepter. Okay. Alors qu'il valait 3000. Okay. Tu te places à 3000. T'as une affaire que tu vois à 2006 avec travaux. Première question, quel est le montant des travaux à faire? Donc je vais prendre mon montant des travaux, admettons 10 000. Avec ces 10 000, je vais les intégrer à mon prix d'achat et je vais voir est-ce qu'avec ces 10 000, je suis toujours à 3000 du mètre. Je dépasse 3000 du mètre, auquel cas ça sert à rien que je l'achète. Ça va me coûter plus que ce que ça vaut. Ou est-ce que je suis à peu près à ce prix-là. Donc c'est là que je vais faire ma négociation en fonction du budget travaux que j'ai. Je vais négocier mon prix d'achat jusqu'à temps que mon prix d'achat plus mes travaux me donne un montant qui est à peu près 15-20% en dessous de la valeur du bien sur le marché. Donc exemple, j'ai un bien qui est à 100 000 sur le marché, il vaut 150 à la revente. Je sais que j'ai 42 travaux. Donc je vais peut-être négocier à 80 000. Il va me coûter 80, plus 42 travaux, 120. 120, je le vends 150, j'ai pris 30 000, ça fait à peu près 20%, 25%, c'est très bien. C'est quoi la moyenne de pourcentage de négociation d'un bien? Est-ce qu'il y a je sais que ça dépend de plein de choses. Ça dépend des villes déjà. On va être à région lyonnaise. 2-3% peut-être, au moins 2-3% sur une région lyonnaise par exemple. Ou 4 et tu vas être à 8-10 dans les petites villes. En ce moment, vu la situation, on peut être à plus. Ça dépend si le bien est rénové. Un bien rénové en parfait état, ça va être 1% la moyenne des négos, voire pas. Un bien avec travaux, par contre, j'ai vu des offres des fois des côtés de 30%. Parce que les vendeurs sont pressés, parce qu'ils sont au-dessus du marché. Tu viens, c'est à 200 000, tu dis bah je propose 120. Moi j'ai fait des négos, 400 000 € de négos sur des biens. Qui représentaient 30% du prix. Parce que tu fais du volume, parfois ça passe et quand ça passe, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ouais. Et donc du coup, donc, je reviens sur Margot. Donc c'est bon, là j'ai identifié le bien, j'ai vu que j'avais à peu près 20% de marge du bien, donc je suis contente, j'ai l'impression d'avoir eu le bon deal, j'ai tout validé. Passe le moment où il faut que j'aille me chercher de l'oseille auprès des banques. Comment je fais concrètement pour pouvoir aller défendre mon dossier? Alors sachant que tu l'as bien dit, il faut quand même se renseigner un minimum, il faut que les gens soient aussi aient envie d'acheter, donc aller regarder sur YouTube, faire des formations, etc. Mais j'ai un peu de connaissances. Comment je fais concrètement pour aller défendre mon dossier? T'es sûr de toi là? On est chaud. Hein. Premièrement, il faut être sûr de ce qu'on achète. Et avoir tout étudié. Tout ce que j'ai dit, il faut le résumer, il faut faire un business plan. Pas un truc énorme, mais 2 pages. Max, 1 page et demie, 2 pages. Un truc propre, résumé avec tous les chiffres, les études que tu as faites, pourquoi ça se loue, pourquoi si, d'avoir pensé à tout. Au début, tu vas galérer. Si tu veux faire en plus de ton côté seul et que tu n'as pas de connaissances, tu vas galérer, tu vas avoir des infos que tu n'auras pas. Il va falloir que tu vois beaucoup de banquiers. Moi, au début, j'ai dû voir plus de 15 banquiers pour avoir un oui sur une opération. Et puis après, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, faut pas avoir peur d'aller contacter plein de banquiers. Donc j'ai fait mon BP avec tout ce que tu as dit. Faut pas t'attendre à un non. Déjà, c'est sûr que le premier va te dire non. Ça dépend de ta situation, mais faut pas s'arrêter à aller après 5 ou 10 non. Peut-être que ton bien il est au-dessus du marché, enfin au-dessus de tes moyens, peut-être que... Donc il y a quand même une marge de manœuvre. Oui, il faut aller négocier des banques. Et puis après, il y a 1 million de techniques, je sais. Dans le temps, mais c'est dur de rentrer vraiment dans le détail. Ok, bien sûr, j'entends. Mais donc du coup, j'ai fait le BP avec toute la logique dont on a parlé tout au début. Je l'ai bien mis synthétiquement. Je me suis préparé. J'ai testé auprès de 7 banques. J'ai une banque qui me dit allez-y, monsieur. Enfin, je suis chaud pour vous recevoir et vraiment que vous me parliez du projet. J'arrive. Comment je fais? C'est quoi la posture? C'est quoi les attentes? Comment tu négocies? Je sais. Ah ouais, là, non, mais moi je m'en fous. Moi, je peux en parler pendant 2 heures, mais au niveau timing. Et les grandes. En fait, il faut arriver. Je me suis rendu compte avec des banquiers. Ta posture et ta façon d'expliquer le projet a autant d'importance que le projet en lui-même et les chiffres. Entre quelqu'un qui gagne 1500, qui épargne même 50-100 € par mois, mais qui montre qu'il épargne, qui connaît son projet sur le bout des doigts, qui a une affaire en or, qui est de confiance, et quelqu'un qui gagne 2000 € par mois et qui n'a pas ça, le banquier va préférer celui qui gagne 1500. À tous les coups. Ta posture, comment tu deviens? Est-ce que tu as confiance quand tu parles? Ta gestuelle, est-ce que là on parle vraiment dans le côté psycho et analyse corporelle, mais c'est hyper important. J'ai donné une formation sur un séminaire spécifique là-dessus, sur la gestuelle. T'arrives, si t'es comme ça, que t'as pas confiance, que tu tapes sur des doigts, que tu t'amuses avec ton stylo, que tes feuilles elles sont pas ordonnées, que t'arrives, ton dossier manque des documents. En fait, il faut se dire que les banquiers, ça les gave de faire des dossiers bancaires. C'est fastidieux. Ça leur prend de l'énergie et ça ne rémunère pas. Donc il faut leur donner envie de faire ça. Donc en fait, il faut faire le travail du banquier. Faut que t'aies tout étudié avant, comme un enfant. Et tu dis tiens, et qu'il a juste à prendre et à transférer à son comité de direction. C'est tout. Donc il y a un gros travail en amont au préalable. Énorme travail. Plus ton travail est fait, plus tu vas pouvoir emprunter et enchaîner sur les opérations aussi. Et comment tu fais pour négocier? Est-ce que si jamais je l'ai bien bossé, ok, c'est assez structuré, même le banquier dit ok, bon le dossier a l'air bien, il me pose des questions, je réponds à certaines, d'autres un peu moins parce que je suis pas encore expert. Le mec, la personne me dit ok, c'est 3%. Alors on enlève le contexte actuel, mais peu importe, il me dit c'est 5% de taux d'intérêt. Aujourd'hui, on va pas parler de négocier les taux. On est dans une période où les taux montent, où déjà si le banquier accepte de te faire un crédit, c'est déjà super. Il te dit un taux, tu dis oui.
Ok, ouais, sérieux. C'est quoi juste le taux maximal plancher auquel il faut pas il change chaque mois, donc je peux pas te dire. Ah, c'est chaque mois là. Ah non, mais en ce moment, on est en montée des taux. C'est pour ça que si tu regardes cette vidéo, emprunte. Achète parce que les taux montent tellement que ce que tu pourras acheter dans 6 mois ou dans un an, tu pourras te permettre un bien qui sera 20-30% en dessous de ce que tu peux acheter maintenant. Donc c'est à dire que selon toi, les taux vont continuer là pendant les mois et à venir à monter. Ouais. Ce que j'avais demandé, c'est une question mais donc, qui est indépendante de tout ce dont tu viens de se parler, mais c'est un peu les grands conseils que tu as sur 2023 au vu de la conjoncture actuelle qui est quand même totalement pourrie. Est-ce que là, là, tu vois, on est à la moitié du process d'achat. Ouais. Ah oui, putain, il nous manque le crédit, les travaux, la fiscalité. Bon, déjà, en débutant, c'est bien. Déjà, on a la première partie de comment je cherche un bien, comment j'étudie, qui est pour moi la plus importante. Déjà, quand tu as fait ça, après, tu te poses ces autres questions, elles arrivent après. Le marché, c'est encore. Si ça t'intéresse, tu iras sur ma chaîne YouTube. La première vidéo qu'il y a sur la page, j'ai 1h30 d'études de marché. On la toute étude économique, marché immobilier 2023, c'est un niveau plus avancé, mais si ça t'intéresse, regarde là. C'est dur de la résumer parce que je vais te dire une info, faut que je creuse à l'intérieur, mais en gros, on est passé des taux moyens de 1 à 3 en un an pour les crédits immobiliers. Ça veut dire une perte de 16% du pouvoir d'achat dans l'immo. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais acheter un truc à 100 000, aujourd'hui, c'est 84. On va monter à entre 4,5 et 5 d'ici la fin de l'année. La fin de cette année 2023. Ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'à 3% ou 3,5 maintenant, c'est déjà une bête d'affaires par rapport à demain. Ça veut dire qu'entre le 1% et le 5%, qu'on aura probablement en fin d'année, ça fait une baisse de 24%, de un peu plus 32%. 32% de pouvoir d'achat. Et dans toute crise, il y a toujours des belles opportunités, c'est ce que tu dis. Oui. Là, il faut du coup aller acheter. C'est quoi le conseil, même si encore une fois, il y a plein de facteurs qui font que. Et tu vois, il y a un moment où c'était les garages qui étaient le bon hack. Il y a un moment où c'était le LMNP. Il y a un moment où... Est-ce que là, tu as un hack à partager maintenant? Oui, je l'ai en tête, il est là. Vas-y, les passoires énergétiques. Ah, de quoi? Les passoires énergétiques. C'est quoi? Tu sais ce que c'est? Je t'explique. Non. tu vois une passoire? Ouais. Tu vois énergétique? Ouais. Bah t'as une passoire énergétique. Magnifique. Et donc c'est là-dessus qu'il faut. C'est exactement. Et ben voilà, donc c'est la fin de. C'était la fin, c'était un plaisir. Non, en vrai, t'en as. Une passoire énergétique, c'est quoi? C'est un bien qui consomme beaucoup d'énergie. Ok. En fait, on a une loi qui est passée depuis le 1er janvier 2023 qui fait peur à tous les investisseurs, sauf les bons, qui se disent génial, des opportunités. On a toujours deux regards en tant qu'entrepreneur, c'est de voir une crise ou de voir les opportunités. En investisseur, c'est pareil. La loi depuis le 1er janvier 2023 te dit que tu ne peux pas mettre en location des biens qui sont dits énergivores, qui consomment beaucoup d'énergie. F ou G, tu peux plus louer depuis le 1er janvier 2023. Donc les gens se disent ah encore une loi, nanana, etc. Un bien qui est vendu F ou G est décoté en moyenne de 17% par rapport à un bien qui est coté B ou A. Et tu peux, j'imagine bien, mettre l'investissement qu'il faut pour pouvoir rehausser cette note. Exactement. D'autant plus. Donc déjà, tu peux beaucoup mieux négocier parce que tu as des gens qui sont pressés de vendre. Deuxièmement, c'est déjà décoté sur le marché. Alors évidemment, un bien passoire énergétique à Paris va être décoté de 2, évidemment, parce qu'il y a une forte demande. Mais dans les autres villes, la ville à 1 heure de Lyon, tu vas être à mon avis dans ces moyennes-là. Donc déjà, c'est moins cher. En plus de ça, tu vas négocier parce que celui qui veut pas vendre, monsieur, vous avez une passoire énergétique. Vous connaissez la loi, vous savez toutes les rénovations que j'ai à faire. Et il le sait, parce que s'il vend, c'est parce qu'il veut pas les faire. Donc il y a un nombre de biens passoires énergétiques qui sont en vente sur le marché en ce moment. Et 3, les rénovations, tu as des aides. Notamment Ma Prime Rénov, tu vas sur le site Ma Prime Rénov, isolation fenêtre, tac, t'as des aides. Isolation laine de verre par exemple, tu as des aides. Pompe à chaleur par exemple, tu as des aides. Et tu peux, pour pas grand chose, ça dépend le bien, si tu le fais intelligemment, réussir à dégager un bénéfice en visant les passoires énergétiques, des biens que plus personne ne veut. En fait, il faut toujours viser ce que les gens ne veulent pas et vendre ce que les gens veulent. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas des passoires, achètent des passoires. Pendant le Covid, les gens voulaient des jardins, piscines. Ça a explosé. Tout le monde voulait ça, il fallait surtout pas acheter ça à ce moment-là, fallait le vendre. Moi, j'avais des biens comme ça, je les ai vendus. Aujourd'hui, les gens, avec les travaux, la hausse des prix des travaux, ils veulent moins de biens avec travaux, achètent des trucs avec travaux. Parce que tu vas mieux négocier. Donc, passoire énergétique, extrêmement intéressant, vraiment. Et sur les outils, est-ce que tu as des. Tu vois, là, tu disais typiquement, là, tu avais parlé de Se Loger, mais aussi du gouvernement pour pouvoir connaître le prix des. C'est impôt.gouv pour info, je l'ai pas dit, mais c'est impôt.gouv. C'est là où tu vas payer tes impôts. Nice. Nice. J'ai pensé dans ma tête, j'ai dit, c'est vendeur, ça. Ouais, c'est super vendeur, tu vois. Même moi, quand je me connecte pour voir un bien, je vais, c'est. C'est mon stress ultime, c'est terrible. Mais ok. Tu bifurqueras côté immobilier, c'est plus sympa. Et une news sur 2023 pour toi, Christopher, c'est quoi les dingueries que tu vas nous faire là cette année? Écoute, déjà là je pars à Dubaï demain, faire mon premier événement à l'international, qui est une keynote en fait pour expliquer le groupe. Je vais parler de la fiscalité franco Dubaï. Très intéressante, parce qu'il y en a beaucoup qui s'expatrient à Dubaï qui font que des conneries, qui se font requalifier. Donc je vais parler de ça et de l'investissement immo étranger. Donc c'est mon premier événement à l'étranger. Et grosse news aussi, cette année, je crée mon propre club business qui va être pour les moins de 40 ans. 40 personnes de moins de 40 ans, spécialisées immobilier, tech, digital, où on va faire intervenir des personnes très très lourdes à l'intérieur, où on va apporter un coaching toute l'année avec tout un tas de professionnels autour d'eux, où on va les faire matcher avec d'autres personnes à l'intérieur pour qu'ils puissent avoir des personnes aux compétences complémentaires. Par exemple, tu rentres dans le club, tu dis bah moi je suis intéressé parce que je veux de l'IMO, moi je rentre dans le club, je dis je suis intéressé parce que je veux me digitaliser.
ah tiens, enchanté, en fait on va vous matcher on va nous matcher dès le début. Pour dire bah tiens moi je t'aide en IMO, toi tu m'aides là-dessus. Une forme d'entraide en fait dès le départ. Plus un coaching de ma part, côté entrepreneuriat, parce que bon j'ai monté 5 boîtes maintenant depuis 6 ans, donc voilà je commence à avoir une expertise là-dedans. J'ai acheté une 50aine de billets IMO, donc j'ai aussi dans l'IMO à apporter. Plus après des très gros PDG, des très gros investisseurs aussi. Donc ça va être lancé d'ici le mois de juin. D'ici le mois de mai, ça sera ouvert au mois de juin, enfin on ouvre au mois de mai, ça sera effectif au mois de juin. Et donc, si voilà, il y a des personnes qui sont intéressées, il y a encore des places pour s'inscrire ou c'est... Officiellement, on n'a rien lancé encore, t'es le premier à qui j'en parle vraiment. Donc j'ose espérer qu'on va partager ça d'ici 2-3 semaines minimum. Ce soir, c'est publié. Donc là, tu l'as en avant-première, personne ne le sait encore pour le moment. Donc ils me contacteront en avant-première, ils me trouveront sur les réseaux sociaux, puis de toute façon, il y aura mon équipe qui triera les demandes, on trouvera. C'est quoi le réseau principal sur lequel on doit te suivre? Instagram, c'est là où je suis le plus actif en story. Donc après, je suis sur LinkedIn, je suis sur TikTok, mais Instagram, c'est là où je partage en story, où je suis un peu plus proche, on va dire. Merci à toi, ça fait trop plaisir. Trop cool. Ouais, merci de l'invite, et puis j'espère que ça a pu aider certains. Mais un grand merci à toi pour les tips, et puis je sais qu'on peut retrouver énormément de contenu aussi sur YouTube, sur lequel tu as donné un maximum de matière. Donc l'idée de ce contenu, c'était de se donner envie aussi de pouvoir commencer à se lancer. Et donc si vous voulez approfondir, vous pouvez aller regarder. Mais je sais qu'ils ont envie là, ils sont à bloc. Là ils sont déter là. Ils sont à bloc, je sais. En plus ils vont suivre mon achat, je te jure, je vais essayer de faire mon achat en LMNP. Sinon vous vous désabonnez. D'ici 6 mois. Donc surtout pas. Mais ok. Merci beaucoup. Merci à toi. À tous.